Bonjour les cinquièmes, on se retrouve aujourd'hui pour parler finalement cette fois-ci d'un courant qui a grandement favorisé l'émergence du monde moderne et de la Renaissance, c'est le courant humaniste. Ce courant humaniste, son but a été de réfléchir, de penser la société finalement pour pouvoir l'améliorer, améliorer la société, améliorer la civilisation. Si on décortique le mot humanisme, c'est pas très compliqué, tout ça, ça vient de humain. En effet, petit à petit, certains hommes et même certaines femmes vont commencer à relativiser le poids de Dieu et surtout le poids de l'Église en se concentrant finalement sur l'influence, l'importance de l'être humain dans sa façon de vivre, dans ce qui lui arrive de bon et de mauvais, et comment l'être humain peut finalement être placé au centre de toute chose pour pouvoir améliorer la situation. Ces humanistes, même s'ils sont concentrés en dehors des préceptes de l'Église, sont pour beaucoup des hommes d'Église. Pas tous, mais beaucoup. Si on s'intéresse à eux, on se rend compte finalement qu'ils exercent énormément de professions différentes et que même souvent, eux-mêmes sont polyvalents. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Des humanistes, vous en connaissez tous un certain nombre, sans forcément le savoir, qui sont humanistes. Il va prendre naissance en Italie avec le Quattrocento. Finalement, dans le XVe siècle italien, on va commencer à changer un petit peu les choses. On l'a vu dans le cours précédent. L'arrivée des habitants de Constantinople, enfin de certains habitants de Constantinople, l'émergence finalement des ruines romaines, etc. va faire qu'on va changer un petit peu la donne et surtout la redécouverte des livres et de l'écriture. Déjà, ces humanistes, il faut qu'ils sachent lire et écrire pour pouvoir se renseigner sur les connaissances du passé. Ça veut dire qu'ils doivent connaître au moins 3 langues. Pour eux, les 3 langues importantes sont les 3 langues de la Bible. L'hébreu, le grec et le latin. Tout humaniste qui se respecte est censé connaître ces 3 langues. Et même, il va aller plus loin, on y reviendra, il va généralement donner naissance à sa propre langue écrite, la langue nationale, les langues vernaculaires, qui à cette époque ne s'écrivent pas puisqu'on écrit tout en latin, même si c'est un latin un petit peu dévoyé. Ces humanistes vont donc prendre naissance en Italie. Nous, on connaît surtout les artistes italiens. Si vous connaissez au moins ne serait-ce que les Tortues Ninja, vous connaissez le nom de 4 humanistes. Donatello, Raphaël, Michelangelo, Michel-Ange, et enfin Leonardo, pour Léonard de Vinci. Et finalement, Léonard de Vinci, on va travailler un petit peu sur lui, sur son œuvre, ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux les humanistes en général. Pour ce faire, on va se baser sur 6 de ses œuvres. Vous allez les voir à chaque fois, je vous les présenterai rapidement, vous aurez l'occasion de retourner les voir, ou de faire des pauses pour pouvoir les observer. Si on prend les œuvres de Léonard de Vinci, elles sont extrêmement parlantes sur le travail ou les activités que peuvent avoir un humaniste. Dans un premier temps, vous avez ici un autoportrait de Léonard de Vinci, qui s'est représenté dans sa vieillesse. Alors si vous regardez ce portrait, il est déjà extrêmement différent de ce que vous avez pu connaître dans les œuvres médiévales qu'on a étudiées en début d'année, où vous pouvez voir dans certains musées ou parfois dans certains livres. Les traits sont moins figés, et surtout les traits, ils veulent représenter une réalité, une forme de beauté, mais une beauté réaliste. Ici, Léonard de Vinci, c'est pas représenté comme un beau jeune homme en pleine jeunesse, en pleine fougue. Non, il s'est représenté comme un vieillard, très ridé, mais par contre extrêmement expressif. Ses rides montrent que c'est un personnage qui a beaucoup ri, et c'est quelqu'un qui finalement réfléchit. Il a un regard extrêmement expressif, alors qu'avant, la plupart des personnages avaient à peu près tous la même tête. Là, on veut vraiment que ça dénote un petit peu des éléments importants. Si vous regardez aussi ses traits, on voit qu'il y a tous les détails. Même les cheveux, certains sont dessinés, c'est-à-dire qu'il a fait des croquis en amont pour savoir exactement comment se représenter. Son but, c'est vraiment de représenter une réalité un peu à l'image des sculptures et des peintures, enfin des fresques de l'Antiquité. La seule différence, c'est que dans l'Antiquité, on voulait montrer une beauté parfaite. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, il veut montrer une beauté réaliste, faire ressortir du personnage, donc de lui-même ici, ce qui est important. Ce phénomène, ça va se retrouver aussi dans la pièce emblématique de Léonard de Vinci, la Joconde. La Joconde, quand vous la regardez bien, là encore, on reconnaît bien ses traits, elle est expressive. On voit que ne serait-ce que le croisé des bras est étudié pour voir comment les mouvements devraient être présentés.
Le drapé de sa robe est aussi fin pour vraiment montrer comment elle doit vraiment se poser sur lui, sur le personnage, pardon. Le fameux sourire énigmatique lui donne un petit côté expressif, doit attirer l'œil de la personne qui regarde la peinture. Tout ça fait finalement qu'on a, par ces deux œuvres, l'idée que un humaniste, c'est un artiste. Ça, c'est la première des choses. Si maintenant je m'intéresse à d'autres travaux de Léonard de Vinci, vous avez notamment ce croquis qui vous représente une église avec des coupoles. Là encore, on a des annotations, sans doute des informations mathématiques, comment calculer les angles, comment la structure doit-elle fonctionner. Il s'est servi tout bêtement de ce qu'il a pu retrouver sur les travaux byzantins. Son but, c'est pouvoir refaire des bâtiments grandioses, pouvoir les construire, ce qui nous montre tout simplement, encore une fois, qu'un humaniste, c'est aussi un architecte. Deuxième profession. Troisième profession, vous avez cette fois-ci une machinerie. Léonard, il est célèbre pour avoir été engagé notamment par le duc de Milan pour l'aider à construire des armements pour défendre sa ville et aussi pour attaquer ses voisins. Les Sforza et Ludovic le Mort vont notamment lui demander la construction d'engins utiles, comme l'ancêtre du char d'assaut, tout en bois, qui devait pouvoir tourner sur lui-même et permettre aux arquebuses de tirer. On a des croquis de Léonard qui nous montrent des créations beaucoup plus modernes. L'ancêtre des vélos, l'ancêtre soi-disant de l'hélicoptère, etc. Ce qui nous montre bien que un humaniste, c'est un ingénieur, c'est aussi un scientifique. Cinquième activité, vous avez à nouveau un croquis, où vous distinguez un utérus ouvert avec un bébé, un fœtus à l'intérieur. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, il était interdit de pratiquer finalement ce qu'on appelle la dissection. Il était impossible de regarder l'anatomie intérieure d'un corps humain, ce qui est extrêmement compliqué dans ce cas-là si on veut aussi pouvoir faire de la chirurgie. Ça explique pourquoi elle était très limitée en Occident. Par contre, nos artistes et humanistes du Quattrocento et par la suite dans le reste de l'Europe occidentale, eux sont très intéressés par tout ce qu'ils peuvent trouver. Notamment, une fois qu'ils ont lu les auteurs de l'Antiquité, ils sont parfois un petit peu décontenancés. Par exemple, on peut trouver des œuvres de l'Antiquité qui comparent l'appareil génital féminin à celui d'un porc. Bon, déjà, il y a un problème de genre, mais surtout, ils vont vouloir faire des expériences pour s'assurer. Ce qui fait que certains de ces humanistes vont devenir des médecins sur le tas, des scientifiques, encore une fois, mais comme ils ne peuvent pas opérer, ils vont généralement se procurer des cadavres, faire des dissections illégales, ce qui pouvait être très dangereux pour eux, puisque s'ils étaient attrapés par l'Église, ils pouvaient être jugés comme hérétiques et brûlés. Et je vous rappelle qu'un certain nombre de ces humanistes sont eux-mêmes hommes d'Église, donc ça les pose finalement en situation un petit peu difficile. Leurs travaux ils sont essentiels pour la connaissance de l'anatomie, c'est en partie grâce à eux qu'on arrive à faire progresser la médecine à cette époque. Notamment, on réalise que, si je reviens à mon exemple précédent, que non, l'appareil génital des femmes est très différent et c'est un petit peu l'ancêtre de la gynécologie moderne puisque les travaux de ces humanistes vont permettre de sauver plus de femmes, notamment lors des accouchements. À une époque où la mortalité infantile et la mortalité des mères au moment de l'accouchement est très très forte. Donc même s'ils le font dans l'illégalité, ils le font pour améliorer la société. Certains autres humanistes, si je sors cette fois-ci de Léonard, ont un rôle eux aussi essentiel à jouer. On peut parler notamment de Paracels, qui était un humaniste allemand, qui lui était réputé pour être enseignant à l'université, mais quand on le cherchait dans ses cours, on ne le trouvait pas. Il était généralement dans la campagne voisine de la ville, et il était en train de montrer les plantes directement à ses étudiants pour qu'ils sachent les utiliser pour soigner. Autre grand scientifique, autre grand médecin humaniste, français cette fois-ci, Ambroise Paré. Alors lui, il ne va pas passer par la dissection de cadavres. Par contre, il va aller sur un endroit où il sait qu'il aura accès à énormément de corps sur qui il pourra pratiquer des choses. Il va devenir un médecin militaire. Et c'est sur les champs de bataille qu'il va découvrir les artères, comment fonctionne le sang à l'intérieur du corps humain, et il va réaliser finalement qu'on peut recoudre les artères quand il y a une amputation notamment, au lieu de faire une cautérisation par le feu ou par le fer chauffé. Bon, c'est pas plus agréable,
hein, on va être très honnête, l'anesthésie est quand même très limitée à cette époque, mais c'est quand même un progrès. Ça veut dire que tout ça, ça va être progressif, mais on améliore. Alors, pour l'instant, on a 5 professions. Je reviens, artiste, ingénieur, architecte, scientifique, médecin. Sauf que si on restait dans cette optique-là, les humanistes, ils ne serviraient pas à grand-chose. Parce que si chacun fait ses propres découvertes dans son petit coin, une fois qu'il va disparaître, la connaissance part avec lui. Les humanistes, ils vont avoir cette force d'écrire énormément, de laisser le maximum de traces. Et comme ils veulent que le plus grand nombre puisse les comprendre, ils vont travailler sur l'écriture de leur propre langue. Ils vont donner naissance finalement au français, à l'italien, à l'espagnol, à l'allemand moderne, en format écrit. Alors c'est pas eux qui sont entièrement responsables des horribles règles de grammaire que vous n'aimez pas, mais ils vont commencer à créer un moyen d'écrire. C'est souvent phonétique, donc ils écrivent un petit peu comme ils parlent, mais c'est déjà mieux que rien. Après, on va poser petit à petit les carcans qui vont solidifier ces langues. Si on prend parmi les auteurs français, un humaniste qui aura un rôle essentiel à la création de la langue française, c'est François Rabelais, un homme d'église qui est responsable de l'écriture de 2 livres très importants qui sont Gargantua et Pantagruel. Et Gargantua et Pantagruel sont des exemples typiques finalement de ce que prévaut l'humanisme. Dans ces œuvres, les héros principaux, ce sont des géants, un peu benés, un peu simplés, mais qui veulent s'améliorer. Base de l'humanisme. Ce sont des personnages qui vivent un petit peu de façon, on pourrait dire too much de nos jours. À sa naissance, Gargantua, pour pouvoir le nourrir, il faut prendre des vaches entières qui lui servent de biberon. Mais malgré tout, les 2 personnages veulent une éducation. Et ils vont aller à l'université, puisque les humanistes, justement, sont favorables à l'éducation du plus grand nombre, pour que chacun puisse finalement apporter sa petite part à l'édifice et comprendre. Certains humanistes vont même aller plus loin, puisque certains sont favorables à une éducation des femmes. Il y aura des femmes humanistes, et surtout il va y avoir des femmes qui vont protéger les humanistes. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Mais malgré tout, l'humanisme fait sa part aux femmes, parce qu'on considère qu'elles ont un rôle à jouer elles aussi. Ces humanistes, donc, ils écrivent, ils s'envoient des courriers. Leur but, c'est encore une fois de diffuser leurs connaissances à leurs proches. Un humanisme extrêmement important, qui va vivre aux Pays-Bas actuels, il s'appelle Erasme. Alors il était déjà célèbre parce que c'est lui qui a traduit la Vulgate, c'est-à-dire qu'il a traduit la Bible en latin, mais surtout, et en langue vulgaire par la suite, mais surtout, c'est lui qui va mettre en place ce qu'on va appeler une république des lettres. Il considère que les humanistes, les penseurs, les sages, sont un petit peu un état dans l'état et qui doivent communiquer entre eux. Toute sa vie durant, Erasme, il va écrire des lettres aux 4 coins de l'Europe, avec tous les humanistes qu'il connaît, pour expliquer à chacun ce que les découvertes des autres, pour en faire propager, pour faire diffuser au maximum toutes ces connaissances auprès de tout le monde. Ces humanistes vont pouvoir donc exploser dans toute l'Europe, se diffuser depuis l'Italie, le noyau central, vers d'autres régions européennes, et petit à petit, donc, ils vont pouvoir répandre la connaissance, répandre les sciences, répandre les techniques. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a un instrument qui va considérablement les aider, c'est l'invention de l'imprimerie, par Gutenberg à Mayence, vers 1450. Il découvre que finalement c'est beaucoup plus rapide d'écrire, non pas en copiant à la main, mais en faisant des petites lettres en bois, puis en métal, pour pouvoir perdre du temps à écrire une page, mais une fois qu'elle est écrite, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Ça va permettre de multiplier énormément le nombre de livres qui sont faciles d'accès un peu partout en Europe, et surtout, pendant longtemps, les seuls qui recopiaient, c'était les moines, donc ils recopiaient surtout des œuvres religieuses. Là, on va pouvoir faire plus de livres, et pas forcément uniquement des livres religieux. On va voir apparaître les premiers livres de médecine, de sciences. On a même les premiers romans qui seront diffusés comme ça. C'est quelque chose qui aura un rôle essentiel en Europe, qui va permettre là aussi à l'Europe de se développer beaucoup plus rapidement. Cette République des lettres, donc, passe par l'ensemble de tout ça, et doit répandre les valeurs de ces humanistes. Ces humanistes, on l'a vu, ils veulent faciliter la transformation des sociétés, des civilisations, dans les meilleures conditions possibles.
Ce qui veut dire que leur ennemi, c'est la guerre. La guerre, pour eux, c'est ce qui va détruire, c'est ce qui dit qu'il faut lutter contre les guerres. Si je reviens à Gargantua et Pantagruel, leur ennemi, c'est un personnage qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps finalement à vouloir faire la guerre, Picrocole, et il est à tout détruire, et c'est un danger pour l'humanisme. L'autre fer de lance de ces humanistes, c'est de replacer, on l'a vu, l'homme au centre de toute chose. Donc ils vont tenter de limiter le poids de l'Église, qui veut souvent empêcher la diffusion des connaissances. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Galilée et Copernic, sur le fait de savoir si la Terre est ronde ou pas, si la Terre est au centre de l'univers ou si c'est le Soleil. Donc c'est un danger pour l'humanisme. Donc même si ce sont des hommes d'Église, comme ils réfléchissent, comme ils pensent, comme ils découvrent, comme ils expérimentent, ils vont essayer de mettre en parallèle leur foi et leur science. Et ils veulent que l'Église finalement permette à la science, à la connaissance de se diffuser. Donc ils ne veulent pas réduire le rôle de Dieu en tant que tel, mais au moins le rôle de l'Église, pour que les hommes puissent s'épanouir au maximum. Alors, pour être humaniste, quand on est artiste, c'est encore faisable. On peut vendre ses tableaux, on peut vendre ses œuvres. Par contre, si on est un simple penseur, si on est un simple architecte, si on ne travaille pas, on ne peut pas vivre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va se transformer, qui va favoriser l'émergence des humanistes. C'est le développement de ce qu'on va appeler des mécènes. Des gens qui sont là pour vous protéger, qui vont dépenser de l'argent pour vous passer des commandes, commandes d'œuvres, commandes de connaissances, commandes de techniques, de sciences, ou tout simplement vous donner de l'argent pour vous permettre de faire tout ça par vous-même. Alors certains le font par amour de la culture. Tout à l'heure, je vous parlais des femmes. Une femme humaniste extrêmement importante, elle s'appellera Marguerite de Navarre. C'est la sœur de François Ier. Et justement, elle va protéger les humanistes en France. On a des familles italiennes très importantes durant le Quattrocento qui vont protéger aussi les humanistes. Alors ils le font parce qu'ils aiment les arts. Parfois, ils le font aussi pour faire mieux que leurs ennemis, mieux que leurs rivaux, et montrer à la population qu'ils peuvent dépenser de l'argent pour la culture, pour leur bien-être à eux aussi. Mais aussi, ça veut dire que s'ils sont extrêmement riches, ils peuvent se permettre de faire ça. Parmi les familles emblématiques, je vous ai parlé des Sforza, à Milan, mais la grande famille de mécènes, c'est à Florence, la famille des Médicis, et notamment Laurent le Magnifique, qui a été l'un des plus grands mécènes, finalement, de l'Italie de la Renaissance. Par contre, on va être très honnête, ils ne font pas ça par grandeur d'âme. Nos familles de mécènes, parfois elles utilisent les connaissances ou l'art comme une arme de propagande pour diffuser un message. Dans la prochaine partie, on va voir comment la Renaissance italienne, qui se veut artistique et connaissance, on va dire, va se diffuser petit à petit en Europe. On va voir à ce moment-là aussi, justement, un tableau extrêmement important de cette époque, et on va voir comment Laurent le Magnifique s'en est servi comme d'une arme de propagande. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et puis on se retrouve à la prochaine séance. Au revoir.